Bonjour. Pascaline est une association qui regroupe 85 établissements d'enseignement supérieur, 1700 entreprises du numérique affiliées au Syntec Numérique et à Sinoviti et qui travaillent en coopération avec des associations comme le SIGREF, l'INRIA ou le CEFI. C'est une association dont l'objet est de développer l'attractivité des formations supérieures dans le domaine du numérique et des formations supérieures techniques dans le domaine du numérique et principalement auprès des jeunes. En effet, toutes les études montrent que l'Europe manque d'ingénieurs du numérique. Et donc l'objet de Pascaline, c'est d'attirer plus de jeunes dans nos formations. Alors pour ce faire, Pascaline est structurée en 4 commissions et un observatoire. Donc une commission communication, puisque comme on l'a dit, puisqu'il s'agit d'attirer des jeunes, il faut communiquer auprès des jeunes sur les opportunités que constituent les métiers et formations du numérique. Une commission qu'on a appelée e-éducation, dont l'objectif est de favoriser le développement de la culture numérique, c'est-à-dire que le numérique c'est évidemment l'affaire des ingénieurs du numérique, mais c'est aussi l'affaire de tout le monde. Le numérique est partout et concerne désormais tout le monde. Une commission qu'on a appelée e-compétence, alors qui elle s'intéresse à l'évolution du contenu de la formation des ingénieurs du numérique. Comment faire pour que les formations d'ingénieurs du numérique collent au mieux aux besoins des entreprises. Une commission partenariat qui vise à ouvrir des coopérations avec des acteurs de la formation ou du monde de l'entreprise et à développer des projets structurants visant à soit promouvoir les métiers du numérique auprès des jeunes ou développer des formations pour les ingénieurs du numérique, comme par exemple les formations par apprentissage. Enfin, un observatoire dont l'objet est de réunir des entreprises et des établissements pour produire une réflexion sur des sujets utiles pour les entreprises et les établissements, évidemment dans le domaine du numérique. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la France et l'Europe manquaient de compétences en numérique au plan quantitatif, mais il y a aussi une carence au plan qualitatif. En effet, des études menées par la Commission européenne montrent que, alors que les besoins en techniciens ou super techniciens du numérique sont plutôt stables, voire en recul, les besoins en cadre supérieur qui sachent manager la transformation numérique des entreprises, ces besoins vont croissant et croissent à un rythme à 2 chiffres depuis maintenant plusieurs années. Alors, l'Observatoire s'est donc penché sur cette question qui est de savoir comment former nos futurs ingénieurs du numérique à ce qu'on a appelé le e-leadership. Alors, le e-leadership, en fait, la définition en est donnée par la Commission européenne, j'y reviendrai, mais nous avons travaillé à partir de cette définition de la Commission européenne à définir un référentiel simple qui décrive en fait ce que sont les composantes du numérique, ces champs d'application dont la maîtrise fonde le e-leadership. Nous avons donc, à partir de ces référentiels, nous avons proposé un autodiagnostic à l'intention des établissements d'enseignement supérieur pour leur permettre de juger si leur formation, et jusqu'à quel point leur formation prédispose leurs futurs ingénieurs du numérique à devenir des e-leaders. Nous avons également doublé ce questionnaire d'autodiagnostic qu'une fois rempli, les établissements nous ont retourné d'une enquête auprès de nos membres sur les meilleures pratiques, selon eux, qu'ils avaient et qui étaient de nature à développer le e-leadership dans leurs établissements. L'Observatoire a ensuite évidemment consolidé les résultats de ces outils d'autodiagnostic pour établir une cartographie, on va dire, statistique de la situation, identifier les axes de progrès et également un répertoire de quelques bonnes pratiques.
Et le séminaire qui s'est tenu a eu en fait pour objectif de restituer de manière un peu synthétique les résultats de cette enquête, de ces retours consolidés des autodiagnostics, ainsi que d'assurer la présentation de quelques best practices, comme on dit, de meilleures pratiques de certains établissements. Alors venons-en maintenant à la définition du e-leadership, selon Pascaline, donc très largement dérivée de celle de la Commission européenne. Donc, nous avons défini à Pascaline le e-leadership comme étant les capacités techniques, méthodologiques et humaines nécessaires pour exploiter les opportunités liées à Internet et aux technologies de l'information. Tout ceci dans un contexte de pilotage d'équipes multiculturelles et mondialisées. Alors, exploiter les opportunités, ça veut dire soit optimiser l'efficacité des organisations et des processus, soit explorer les nouvelles possibilités de chaînes de valeur, soit identifier de nouveaux business. Donc notre ambition à travers cette étude, c'est de faire en sorte que les ingénieurs du numérique deviennent les e-leaders de demain et permettent aux entreprises dans lesquelles ils travaillent ou dans les entreprises qu'ils créent, de créer de la valeur, selon l'une ou l'autre de ces trois modalités, de créer de la valeur pour leurs entreprises. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons défini une grille d'analyse de ce que pouvait être le leadership. Et nous avons identifié que le leadership, pour s'exprimer, devait, le e-leader, pour s'exprimer, devait maîtriser trois grands domaines. Tout d'abord, les technologies numériques. Parce qu'il n'y a pas de e-leadership s'il n'y a pas de compréhension de ce que sont les technologies numériques. En outre, nous adressons une population d'ingénieurs et il est bien normal que ces ingénieurs aient une solide base scientifique et technologique. Ensuite, nous avons identifié qu'il fallait que l'ingénieur futur e-leader maîtrise les trois grandes façons de comprendre le fonctionnement d'une entreprise. D'une part, les métiers de l'entreprise, les grandes fonctions de l'entreprise, le marketing, la vente, la logistique, la production, la qualité, les ressources humaines, la finance. Les usages et les marchés, c'est-à-dire que comprendre les clients et la relation de l'entreprise à ses clients et l'usage que les clients ont des produits et des services fournis par l'entreprise. Et le troisième grand champ étant le management et l'organisation de l'entreprise. Donc évidemment, il s'agit de comprendre ces trois grandes, ces trois grandes caractéristiques de l'entreprise, métier, usage et management, mais il s'agit, pour être un e-leader, de comprendre comment le numérique va transformer profondément ces trois grandes caractéristiques de l'entreprise. Donc, après avoir identifié ces quatre grands domaines, nous avons détaillé ce que nous semblait être les différentes composantes de chacun de ces quatre grands domaines. Je passe assez vite, juste peut-être quelques exemples. Dans le domaine des technologies numériques, nous avons identifié évidemment la mobilité, le big data, le cloud computing, pour prendre quelques exemples. Dans ce qui est les métiers de l'entreprise, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas les reciter, quels sont les grands métiers de l'entreprise, c'est plus classique. Sur le management et l'organisation, évidemment, nous pensons qu'il faut s'intéresser aux modèles économiques, qu'il faut s'intéresser aux modalités de partage de l'information, au développement des ressources humaines et comment le numérique transforme ces différentes dimensions. Et puis, sur le volet usage et marché, nous nous sommes intéressés aux effets d'externalité, à la question de la prise de risque et de la gestion de la prise de risque, à la question de l'innovation par les usages ou au concept de marché biface qui sont concepts si fondamentaux dans l'économie du numérique. Donc, autour de cette grille, donc 4 axes, et puis dans chaque axe, un certain nombre d'items, nous avons élaboré un outil d'autodiagnostic par lequel nous avons finalement permis aux établissements de s'interroger sur la question de savoir si leur formation permettait à leurs futurs ingénieurs d'acquérir des compétences selon l'ensemble de ces dimensions.
Nous nous sommes focalisés sur ces dimensions. Nous n'avons pas du tout traité la question des savoirs fondamentaux dans les sciences de base du numérique, les mathématiques, la physique, l'informatique, considérant que tout ça était largement déjà bien traité par les établissements, pas plus que nous n'avons traité de la question de la maîtrise des langues étrangères ou des savoirs de base dans le domaine des sciences économiques et de gestion, considérant là aussi que nos écoles, nos établissements d'enseignement supérieur dispensaient depuis déjà de très, très nombreuses années des enseignements nécessaires pour permettre à nos futurs ingénieurs de maîtriser ces compétences. Alors, que peut-on retenir de la, je dirais, des retours consolidés que nous ont fait à peu près une trentaine d'établissements sur l'outil d'autodiagnostic que nous leur avions transmis. Sur les technologies impactantes, tout d'abord, cette espèce de socle scientifique et technique, nous avons été heureux de voir que c'était sur cette volet-là que les scores étaient les plus élevés, c'est-à-dire que les établissements étaient les plus nombreux à déclarer que leur formation comportait, soit au stade de l'initiation, soit de la maîtrise, voire de l'expertise, des compétences, permettait aux étudiants d'acquérir des compétences dans les domaines des technologies impactantes. Toutefois, nous nous sommes aperçus, puisque ces technologies impactantes sont souvent pluridisciplinaires, mobilisent plusieurs disciplines fondamentales. Le big data, par exemple, c'est l'alliance des mathématiques et de l'informatique, que c'est l'apprentissage ou la compréhension de ces technologies impactantes était le plus souvent traité dans des options de spécialité. Et là, on a déduit une première recommandation, c'est que pour être un leader, il nous semble que le futur ingénieur doit avoir eu un tour d'horizon complet de l'ensemble de ces technologies impactantes et non pas simplement avoir abordé tel ou tel dans le cadre d'enseignement de spécialité de deuxième ou de troisième année. Donc ça, c'est la première enseignement que nous avons tiré de l'application de l'outil d'autodiagnostic, à savoir qu'il était probablement souhaitable que la panoplie complète des technologies impactantes du numérique fasse l'objet d'une présentation en tronc commun, au plan de l'initiation, à un niveau d'initiation auprès de l'ensemble des futurs ingénieurs du numérique. Sur le deuxième axe, celui de l'impact du numérique sur les métiers de l'entreprise, nous nous sommes aperçus que probablement les établissements ne consacraient pas tant de temps que ça à présenter aux étudiants, à leurs futurs ingénieurs, quelles étaient les grandes fonctions de l'entreprise. Et en conséquence de quoi, il nous semblait que le fait qu'à peine plus de la moitié des établissements présentaient l'impact du numérique sur les grandes fonctions de l'entreprise en tronc commun, là était une vraie carence. Et que un effort devait être fait, vu le caractère profondément révolutionnaire et transformant des entreprises des technologies numériques, qu'il était indispensable que dans le tronc commun, les établissements prévoient là aussi un tour d'horizon des grandes fonctions de l'entreprise et en quoi le numérique peut être amené à les révolutionner. Exemple en quoi le marketing aujourd'hui peut être révolutionné par les réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux, pour ne prendre qu'un seul exemple. Ou comment la fonction juridique, prendre un exemple alors très différent, comment la fonction juridique peut être là aussi transformée par le net et par l'accès finalement beaucoup plus aisé à la jurisprudence, sans parler de l'utilisation de systèmes experts pour commencer à élaborer des stratégies juridiques d'entreprise en considération d'informations de jurisprudence collectées sur le net. Sur le volet management et organisation, c'est là que les chiffres sont les plus élevés. De tous les axes qui ont été analysés. Et donc, nous en avons déduit que ce sujet est donc correctement traité par les établissements. Nous avons pu également constater, puisque nous leur demandions qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et qu'est-ce que vous envisagez de faire demain, que c'était le champ sur lequel les établissements étaient les plus nombreux à dire qu'ils avaient des projets d'évolution.
de leur formation. Donc on en a déduit que non seulement c'était un domaine dans lequel les établissements étaient très fortement investis, mais en plus ils avaient conscience de la nécessité régulièrement d'actualiser leurs enseignements pour coller à l'évolution et probablement à l'augmentation de l'impact et de la pénétration des technologies numériques dans les organisations d'entreprise. Enfin, quatrième et dernier axe, le management et le développement personnel. Sur ce volet-là, il apparaît que les établissements travaillent aussi depuis très longtemps sur le développement des soft skills, ce qu'on appelle des soft skills de leurs collaborateurs, probablement d'ailleurs plus que ce que les entreprises ne le pensent, même s'il est probable que, il est même communément admis que en particulier les élèves ingénieurs et les futurs jeunes ingénieurs ne sont pas aussi, je dirais, aguerris et ne maîtrisent pas autant les soft skills que probablement leurs collègues des écoles de management. Donc je dirais là, sur ce volet-là, les pourcentages sont très très élevés. Là aussi, dans la présence d'enseignements visant à développer des soft skills et des compétences personnelles de la part des jeunes étudiants. Mais peut-être, tout au plus, sur le domaine de la gestion des ressources humaines, est-il apparu des carences dans les formations. Notamment, nous nous sommes interrogés quant à savoir si l'élève ingénieur était suffisamment confronté à des questions à des problématiques, à des situations de management d'équipe. Enfin, sur ce volet-là, il est apparu qu'à de très rares exceptions près, finalement, les établissements utilisaient assez peu les outils collaboratifs les plus avancés pour faire travailler leurs étudiants ensemble. Et d'ailleurs, ce constat rejoint celui des entreprises qui sont parfois un peu surprises de voir que nos ingénieurs du numérique, finalement, ne maîtrisent pas si bien que ça les outils collaboratifs numériques, que ce soit des réseaux sociaux d'entreprise, que ce soit les outils de groupware. Et donc, on en a déduit que là aussi, un message était certainement à faire passer à nos membres visant à les encourager à développer l'usage des outils collaboratifs pour l'exercice de la pédagogie dans leurs établissements. Voilà donc qui clôt la présentation dans les grandes lignes du rapport de l'application de cet outil d'autodiagnostic. Bon, je rappelle que le rapport lui-même sur le e-leadership est disponible sur le site de Pascaline. Je pense que les résultats de l'enquête et le résultat de la consolidation de l'outil de diagnostic y sont également disponibles. Et nous sommes passés ensuite à la présentation d'une petite demi-douzaine, enfin de 5 témoignages de meilleures pratiques d'établissements membres de Pascaline qui nous semblent assez emblématiques de dispositifs d'enseignement susceptibles de stimuler les compétences nécessaires au e-leadership auprès de nos futurs ingénieurs. Alors, la première intervention sera celle de l'EFREI, qui intervient pour nous présenter une formation de spécialisation sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le domaine du transport et de la logistique. Donc là, il nous a semblé intéressant de voir comment une école abordait la question de comment le numérique transforme une filière dans sa totalité. Nous aurons ensuite une intervention de l'ESILV, du pôle Léonard de Vinci, justement sur l'utilisation d'outils collaboratifs numériques dans les projets étudiants. Ensuite, une intervention de l'ISEP, intervention très intéressante puisque pratique pas si répandue dans les grandes écoles d'ingénieurs notamment, qui est celle de la reconnaissance de l'investissement des étudiants dans certaines activités associatives pour l'obtention du diplôme d'ingénieur, c'est-à-dire ce que en technicien on appelle la délivrance de crédits ECTS pour l'investissement dans des activités associatives. C'est un sujet qui nous intéresse tous, directeurs d'établissement, parce que nous savons que
associations, les activités associatives ont une dimension pédagogique importante pour les étudiants. Nous savons en plus que certaines d'entre elles, certaines associations, certaines fonctions dans certaines associations, comme par exemple président d'un bureau d'élèves, président d'une junior entreprise, organisateur d'un gala ou d'un forum, certainement permettent à nos étudiants d'acquérir, je dirais, des compétences de e-leader. Animer un groupe d'élèves pour organiser un forum, c'est certainement très formateur et ça développe des compétences de e-leadership. Question, comment reconnaître ces compétences acquises dans le projet pédagogique de l'établissement? À ma connaissance, peu d'établissements le font. Il se trouve que l'ISEP le fait et donc nous avons pensé intéressant que l'ISEP vienne présenter son expérience. Ensuite, nous avons l'école de mines de Nantes qui, elle, nous présentera comment elle a fait évoluer au fil des années sa filière de spécialisation qui s'appelle Organisation et Management en technologie de l'information et comment cette formation qui est à la frontière de la technologie et de l'organisation et du management, donc lien très direct avec le champ du e-leadership qu'on avait appelé organisation des entreprises, comment ces formations sont d'abord implémentées dans l'école et comment elles évoluent au fur et à mesure de la pénétration du numérique dans les entreprises. Enfin, une intervention de Télécom Nancy autour d'un sujet très trendy, comme on dirait, un hot topic, qui est le big data et notamment le développement d'une formation à Télécom Nancy autour de l'ingénierie et des applications des masses de données, c'est-à-dire le big data et ses applications. Et là aussi, il nous a semblé que présenter une formation de spécialisation visant à former ce qu'on appelle aujourd'hui des Chief Data Officers, c'est-à-dire ces gens qui traitent ces gros volumes d'informations dont disposent les entreprises et dont elles ne savent d'ailleurs pas forcément toujours quoi faire, et bien que ces formations de CDO probablement pouvaient prédisposer certains d'entre eux à exercer des fonctions de responsabilité dans leurs entreprises, puisque le big data, les data sont devenus un petit peu l'or noir des entreprises modernes. Voilà, je leur laisse la parole sans plus tarder, je vous remercie.